respirez à fond. C'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Avec aujourd'hui 2 duos sur ce plateau. Un duo de skieurs avec Vivian Bruchet et Mathieu Navillot. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue, Mathieu, gros bosseur, qui était en équipe de France de ski freestyle. À l'époque. À l'époque, notre époque. Ouais. Vous n'êtes pas si vieux que ça, Mathieu. Et puis Vivian, un habitué aussi de Grand Air, guide de haute montagne et spécialiste du ski de pente raide. J'ai retrouvé une petite image où vous skiez ensemble, tous les deux. Mathieu devant, Vivian derrière, ça envoie. On travaillait notre godille, à ce Ça, moment-là. on dirait vraiment le style des années C'est d'avant, ça. 80-90. J'étais même pas né, mais j'ai gardé le style. Ouais. Bon, alors je ne sais pas s'il maîtrise aussi bien la godille que vous, mais j'ai le plaisir d'avoir un autre duo de montagnards sur ce plateau, Liv Sansoz et Bertrand Roche. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, un couple à la vie comme à la montagne. Liv, 2 fois championne du monde d'escalade. Ça aussi, c'était dans un autre siècle. Hein. Voilà, à la fin des années 90, vous êtes reconverti depuis dans l'alpinisme. Vous êtes même devenu guide de haute montagne. Je crois que le diplôme a été obtenu l'an dernier. C'est ça. Bon, félicitations, vous rentrez dans la grande famille des guides de haute montagne où les femmes ne sont pas très nombreuses encore aujourd'hui, même si ça progresse lentement. Oui, il y a de plus en plus de femmes, mais on est encore un tout petit nombre. Vous avez été championne d'escalade, guide de haute montagne, vous êtes une alpiniste polyvalente, vous touchez à toutes les disciplines, le vol libre, même la wingsuit et le base jump. Aussi dans une autre vie, puisque j'ai arrêté. Et vous avez eu un accident. Oui, puis j'ai repris derrière, mais après j'ai arrêté parce que j'avais pas besoin de ça dans ma vie pour être heureuse, et c'est un sport qui est quand même extrêmement à risque. Des fois, il vaut mieux s'arrêter avant que ce soit le base jump qui nous arrête. Bertrand, vous êtes guide de haute montagne. Pour changer. On vous surnomme Zébulon dans le milieu. Je ne sais pas si on vous appelle plus Zébulon que Bertrand aujourd'hui. Ah, c'est toujours Zeb. Zeb, la plupart du temps. Bertrand, je me retourne pas quand on m'appelle Bertrand. Bon. Alors, je vais essayer de vous appeler Zeb pendant cette émission. C'est en lien avec ce personnage du manège enchanté qui était connu de tous les jeunes des années 80. C'est ça, c'est dans un ancien temps également. Ouais, donc, ce petit bonhomme monté sur ressort qui était très actif. Mes parents m'ont surnommé comme ça et puis c'est resté quoi. Voilà, ça je l'ai mis pour Vivian et Mathieu qui sont d'une autre génération. Je pense pas que vous regardiez le manège enchanté quand vous étiez jeune, ça n'existait plus. Non, mais quand j'ai regardé Zeb la première fois, j'ai regardé qui était Zébulon du coup. Donc voilà, c'était ce petit personnage à ressort et c'est vrai qu'il n'était pas trop en place, un peu super actif comme vous, c'est ça. J'ai pas la moustache, mais. Voilà. Alors vous avez commencé la montagne très jeune, Zeb, grâce à votre père Jean-Noël qui était guide de haute montagne lui aussi. Votre premier Mont Blanc à 11 ans. Vous étiez d'ailleurs présenté dans les médias à l'époque un peu comme le petit surdoué de la montagne. Disons que je suivais mon papa, quoi, donc j'avais pas trop le choix en fait. Donc, après, moi, ça m'amusait et je m'éclatais là-dedans, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa comme jeunesse, quoi. Il m'a amené de partout faire des trucs de fou et j'en ai la conscience maintenant, mais avant, c'était normal pour vous. C'était normal complètement. Ouais. Comme quand on va au boulot de son papa, au bureau, tranquillement, quand on est jeune, c'est un stage de 3e. Vous avez fait pas mal de disciplines également. Vous êtes mis très jeune au parapente, j'ai envie de dire très très jeune. J'ai retrouvé cette petite image, je ne sais pas quel âge vous avez, c'est un de vos premiers vols là. Là j'ai 11 ans, là. 12 ans même peut-être. J'ai commencé à 11 ans, c'est ma première voile. Il n'avait pas peur, votre père, de vous voir décoller comme ça Non, il était plutôt confiant comme papa. Ouais. Cette chance, il me faisait une confiance aveugle et c'était incroyable, quoi, parce que c'est moi souvent qui disais ah non là je veux pas le faire ça. Là, non. Moi j'étais assez peureux en fait jeune et à plein de reprises je lui disais ah non là j'y vais pas, je le sens pas. Et lui il dit ah c'est jouable. Alors dès que j'entendais ce mot c'est jouable, c'était danger absolu, il fallait vraiment faire gaffe. Bon, en 1990, vous suivez votre papa, encore une fois, au sommet de l'Everest. Vous devenez le plus jeune summiteur, comme on dit, le plus jeune à atteindre le sommet de l'Everest à l'époque. Ça aussi, c'était normal ? En fait, il voyait que j'étais à l'aise en montagne et tout ça. Et puis, ça faisait longtemps qu'il pensait à aller se faire un beau sommet avec son fils. Et il s'est dit, tiens, l'Everest, pourquoi pas. Et puis on n'y allait pas du tout pour battre le record. En fait, c'était pour vivre un truc avec son papa et son fils, quoi. Et c'est ça qui nous a animés. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on a bien réussi le sommet.
Et après, j'ai eu la chance de pouvoir l'amener moi en parapente du col sud. Donc, une dizaine d'années plus tard, vous avez inversé les rôles. Non, là, sur place, c'était moi le pilote du parapente. Parce que, encore une fois, j'avais pas toujours très confiance dans son pilotage. Du coup, j'ai dit, c'est plus safe si c'est moi qui prends les commandes. Vous avez vite pris de l'assurance, parce que vous n'étiez pas encore majeur. Non, mais j'étais assez à l'aise avec ce milieu aérien. Donc, voilà. Bon, c'était aussi une autre époque, le siècle dernier, l'époque du manège enchanté, quand vous étiez au sommet de l'Everest. J'imagine qu'il y avait beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui, avec ces images qu'on voit de plus en plus, des camps qui ressemblent à des petites villes, des files d'attente pour atteindre le toit du monde. En effet, là, j'ai pas du tout connu l'Everest de la même façon. Pour dire, moi, j'ai arrivé là-haut, j'étais le 15e Français au sommet de l'Everest. De toute l'histoire des ascensions. Voilà, donc effectivement, c'était une toute autre montagne et du coup oui, quand je vois ça me donne pas vraiment envie d'y retourner. Puis ça prend un peu plus de temps maintenant pour y aller puisqu'il faut attendre son tour. Faut attendre son tour, hein, c'est un peu le ça fait peur, hein, ces images là ça donne vraiment pas envie d'aller sur ces sommets là, quoi. Bon, je les ai prises au film d'Inox Tag qui a fait beaucoup parler. Il a l'avantage d'avoir des superbes images de drone. Je sais pas si vous avez vu, mais j'avais rarement vu des images comme ça de l'Everest vu d'en haut. Est-ce que c'est un film qui a fait une bonne pub au métier de guide? Vivian, Bertrand, Liv, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que oui. En fait, c'est surtout la démarche qui est très bonne pour le métier de guide. C'est-à-dire que là, en fait, ça a été très progressif. Inox, il est venu s'entraîner à Chamonix. Ils ont fait plusieurs sommets. Après, ils sont partis au Népal, à la Mada Blanc et ensuite l'Everest. Donc, la démarche, elle est très bonne. Mathis, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi ce rapport et ce réel rapport qu'il y a entre un guide et un client, finalement. Et ce qu'il y a de beau, c'est que chacun a pu se nourrir de l'univers de l'autre. Et je trouve ça d'autant plus beau pour Mathis aujourd'hui qui se fait un peu transporter dans un nouvel univers pour lui. Et il a réussi à transmettre sa passion à Inox. Donc voilà, moi je pense que c'est positif. Ouais. C'est Mathis Dumas, un jeune guide de haute montagne qui est piloté ce youtubeur sur l'Everest. Vous aussi, Zeb et Liv, vous emmenez des clients, alors pas forcément à l'Everest, mais sur des sommets en Himalaya. Exactement. Donc on a le plaisir d'avoir des clients qui ont aussi les mêmes rêves que nous de fouler des sommets qui soient un peu plus hauts que ce qu'ils ont l'habitude de fouler, et puis qui viennent prendre l'expérience que l'on a, et notamment là on présente un petit film là, sur Grenoble avec des clients amis du coup qui voulaient faire un premier 7000 et descendre en parapente. Donc ils ont fait appel à nous et on a partagé cette expérience qui était forte, qui était très chouette. C'est la même chose, Liv, de guider des clients en Himalaya, des très hautes altitudes, que de le faire dans les Alpes où on va dire que vous maîtrisez peut-être un peu plus facilement les paramètres. Il y a certains côtés qui sont la même chose et puis d'autres qui sont différents, parce que quand on est dans les Alpes, on n'est pas H24 avec les personnes pendant 4 semaines ou 5 semaines. Quand on est en expédition, on va se retrouver avec les gens tout le temps. Et puis l'expédition, c'est un peu différent. Il y a des nuits en tente, il y a la gestion de la haute altitude. Quand on est dans les Alpes, c'est plutôt des nuits en refuge quand même, et on monte rarement au-dessus de l'altitude du Mont Blanc qui est à 4805 mètres. Donc voilà, il y a des paramètres à prendre en compte aussi au niveau médical. La haute altitude implique qu'on fasse attention à ne pas aller trop vite sur les phases d'acclimatation. Et puis sur une même montagne, on va devoir faire des rotations d'acclimatation, donc monter à un certain niveau, redescendre, monter un peu plus haut, redescendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans les Alpes. En fait, quand on est dans les Alpes, on monte au refuge, le lendemain on fait son sommet et on rentre. Là, il faut vraiment prendre le temps. L'expédition est quelque chose de beaucoup plus lent. On est dans un autre rythme et on est tout le temps avec nos clients. Donc, il y a une gestion qui est un peu différente. Il faut bien les choisir pour être sûr de s'entendre avec eux pendant plus d'un mois. Ça, c'est certain. Mais on n'a que des chouettes clients. Et puis après, c'est la même chose que dans les Alpes, dans le sens où on est responsable d'eux et il faut faire attention à plein de choses. Il faut lire la montagne, il faut sentir comment sont nos clients, s'ils sont en forme pour aller au sommet ce jour-là ou s'il faut qu'on décale le départ. Ça, c'est la même chose qu'on fait dans les Alpes. Vous êtes remonté une deuxième fois au sommet de l'Everest, Bertrand. Alors, en 90, vous avez décollé du col sud, donc avec votre papa. En 2001, je crois, vous êtes parti du sommet en parapente également. Effectivement, donc cette fois-ci, je voulais monter par un autre côté. Donc, on est passé par le côté tibétain. Et puis là, j'ai été avec mon ex-femme, Claire Bernier,
qui est grenobloise d'ailleurs. Et du coup, là, il y avait ce challenge de faire les 7 sommets, donc un sommet par continent à chaque fois le plus haut, et de descendre en parapente de ces 7 sommets. Et du coup, il fallait retourner à l'Everest pour valider ça. Et donc, là, on a eu la chance d'avoir les conditions qui nous ont permis de nous envoler du sommet, ce qui est quand même assez rare, on va dire. Alors l'Everest en ski, ça a été aussi fait. Vivien, est-ce qu'il y a encore des 8000 en Himalaya qui n'ont pas été descendus en ski? Bonne question, parce que ça a avancé ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses qui bougent en Himalaya, dont le ski, parce qu'en fait c'est aussi l'évolution de l'alpinisme qui veut ça, parce que si on va intégrer le ski dedans. Et là justement, je dirais... je sais même pas, ça me pose une colle. J'en aurais dit qu'il en restait un, moi. Tous les 8000 ouais. Le dernier, il était quand? C'était le Polonais... Je pense que c'était le K2. Non, il y a eu des sommets après. C'est Dhaulagiri. C'est Dhaulagiri, exactement. C'est Dhaulagiri. Avec, Vous l'aviez tenté, oui, le Dhaulagiri. Enfin, c'était un objectif d'aller faire en ski. Oui, c'était un objectif. Moi, j'étais à ski là-bas il y a deux années. Sur les images qu'on voit. Et l'intention, c'était de skier du sommet sur la voie normale, qui effectivement n'avait pas été skiée. Mais c'était quelque part les 150, 200 derniers mètres qui n'avaient pas été faits. Sinon, toute la partie basse avait été parcourue. Et finalement, ça s'est fait au printemps d'après. Voilà. Mathieu, mais c'est des belles expériences. Ouais. Mathieu, ça vous a jamais tenté d'aller voir comment ça se passait au-dessus de 8000 mètres? Si, déjà au-dessus de 4810, ça me tente. Donc je sais pas, peut-être un jour, mais forcément quand on regarde les copains, les copines qui y vont, ça questionne, parce que c'est une expérience qu'on connaît pas et qui est assez unique. La haute altitude, ils y vont pour des raisons. Et du coup, c'est encore à réfléchir. Je pense que je vais gagner encore en expérience les années prochaines ici, et puis je verrai ce que je vaux un peu plus tard. Bon, c'est une sage pratique de prendre le temps d'aller faire un 8000. Liv, votre premier 8000, vous l'avez fait cet été au Pakistan, et vous avez choisi le K2, qui est réputé pour être le 8000 peut-être le plus technique de l'Himalaya. J'ai choisi le plus facile. Ouais, le plus facile. Oui, en effet, avec Zeb, on fait beaucoup de projets ensemble dans les Alpes, et là, on avait envie d'un projet un peu plus ambitieux à deux. Et assez naturellement, c'est le K2 qui nous est venu à l'esprit. Zeb ayant déjà gravi l'Everest 2 fois, on s'est dit que le K2, c'était un beau projet pour nous. Et si on pouvait y ajouter le vol en parapente, c'était vraiment le beau projet pour nous. Ouais, parce que j'ai cru comprendre que c'était pratiquement une obligation. Quand on monte en alpinisme, Zeb, c'est de redescendre en volant. Ah moi, il n'y a pas d'autre choix possible, en fait. Donc, il y avait le ski, mais bon. Non, mais oui, c'est nul. C'est trop dangereux à pied. C'est vraiment trop dangereux. Le parapente, c'est vraiment l'arme ultime pour descendre en sécurité, à partir du moment où on réussit à s'envoler dans de bonnes conditions. Alors, personne n'avait jamais décollé en parapente du sommet du K2 avant cet été, et vous êtes retrouvé au camp de base avec 2 autres Français qui avaient à peu près le même projet que vous. Vous étiez concerté avec Benjamin Védrine et avec Jean-Yves Fredriksen, ou c'était un hasard? Non, c'est un peu le hasard qui a fait les choses. On a su qu'ils avaient ce projet courant de l'hiver, et du coup on s'est dit c'est trop bête d'être chacun de son côté pour cet expé, et du coup on a partagé la même logistique jusqu'au camp de base, et après chacun faisait son sommet à sa sauce, entre guillemets. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'on s'est tous retrouvés le même jour en haut, quoi. Enfin, tout le monde, en tout cas, a réussi à voler le même jour. Et on s'est croisés sur la montagne tous le même jour. Avant d'arriver en haut, ça se mérite, un K2. Il y a beaucoup de journées, Liv, d'approche, d'acclimatation avant de pouvoir attaquer le sommet. Et oui, sur une expédition sur un 8000 sans oxygène, parce qu'il faut aussi préciser qu'on n'a pas pris d'oxygène, on part 2 mois. Sur les 2 mois, pour aller au camp de base du K2, il y a normalement 7 jours d'approche aller, 7 jours d'approche retour. Nous, on était avec un groupe rapide, on a mis 5 jours. Et après, il y a toute une phase d'acclimatation qui peut durer entre 3 et 4 semaines. Et au bout de cette phase d'acclimatation, quand on sent qu'on est prêt, on attend la fenêtre météo, le créneau, pour pouvoir tenter le sommet.
Et nous, on a eu énormément de mauvais temps. On a eu beaucoup, beaucoup d'attentes au camp de base, sous la neige. On voyait les pentes se charger. On voyait tout le temps le vent. Il y avait 80 km/h de vent, 100 km/h de vent. On s'est dit, ça va être très compliqué cette année. Et finalement, sur la fin de notre séjour, au moment où nos corps étaient un peu dégradés, qu'on était moins en forme, que voilà, tout le monde commençait à être un peu fatigué, il y a ces 3 fenêtres, ces 3 journées de beau temps qui s'ouvrent et on voit que la 3e journée, il n'y a absolument pas de vent et ça sera une journée où le décollage du sommet du K2 peut être envisageable. Comment on passe le temps quand on voit comme ça patienter pendant des jours et des jours sans trop savoir, à part les massages de pieds que vous faisiez dans la tente, est-ce qu'il y avait d'autres activités? On a joué au Sudoku, là, pas mal. On a bouquiné. Après, on ne pouvait pas prendre des tonnes de livres, mais on avait des livres audio, des choses comme ça. Et puis, au final, on arrive à faire passer le temps. Mais c'est long quand même. C'est quand même long. On enregistre des podcasts, on a des audiobooks, on a des choses qui pèsent pas lourdes et puis qui peuvent nous occuper un petit moment. Puis en fait, on partage beaucoup. On va en cuisine, on va discuter avec le cook, les autres Pakistanais, on discute avec les autres membres de l'équipe. Après, on se fait amis aussi avec les autres personnes qui sont là. Il y avait toute une expé italienne avec plein d'amis à moi qui sont guides. Donc, il y a un partage, il y a de l'échange. On va voir les autres, on mange leur nourriture, ils viennent manger la nôtre. Voilà, on s'occupe comme ça. Vous parlez du poids pour les livres ou pour le matériel. Vous en êtes rajouté un, forcément, de monter avec une voile de parapente. Ça pèse combien Alors là, on a eu la chance d'être suivi par un partenaire qui fabrique des parapentes et qui nous a fait une voile, le biplace le plus léger du monde. Il fait 2 kg 400 grammes. Donc, avec les sellettes, on était à 2 kg 6. C'est quelque chose d'hallucinant, quoi. À votre époque, à l'Everest, c'était quoi? À l'Everest, fois plus lourd? c'était plutôt entre 6 et 7 kilos, le parapente simple sans les sellettes. Donc, on était quasiment à 8 kilos. 8 kilos, on ne peut pas envisager de monter sans oxygène à ces altitudes-là avec un poids pareil, en fait. Et là, l'évolution du matos, du matériel, fait qu'on peut envisager de monter sans oxygène sur les plus hauts sommets de la planète. Quand on s'est projeté sur le K2, on savait qu'on voulait y aller sans oxygène, mais on s'était dit on va devoir prendre un porteur d'altitude qui aura de l'oxygène et qui va nous monter le biplace là-haut, parce qu'on ne va pas être en mesure de monter le biplace. Et quand Nivuk, les designers de Nivuk nous ont annoncé le poids de la voile, là on s'est regardé et Zeb a dit 2,4 kg, ça joue, on va pouvoir monter le biplace par nous-mêmes jusqu'au sommet. Mais vous ne pouvez pas le diviser en deux. Il faut que forcément le poids soit sur l'un ou sur l'autre. C'est ça. Ça a été fait, ça. Ça pourrait être une option. 1 kilo chacun, comme ça. Ou à l'époque, elle ne se découpait pas complètement. On réduisait la surface un petit peu. Mais là, en l'occurrence, non, on n'avait qu'un seul parapente. Mais c'est pas plus mal, parce que s'il y en a un qui, à un moment donné, dans la montée, se sent pas bien, on peut passer la voile à quelqu'un, enfin à son compagnon. Et ce qui a été le cas d'ailleurs, puisque moi, à 8003 environ, je commençais à être vraiment au bout de ma vie. Et là, Liv a dit c'est bon, j'ai encore un peu de jus, je vais porter la voile. Non, je me suis plutôt dit c'est toi qui as la responsabilité de nous faire décoller. Donc je porte la voile jusqu'au sommet parce que je veux que tu aies de l'énergie au sommet. On vous voit là dans ces dernières heures d'ascension pour arriver au sommet du K2. Il y avait le fameux bottleneck qui barre la dernière pente sommitale. Sans oxygène, Liv l'a précisé, c'est un autre exercice que ceux qui montent à ces altitudes-là avec des bouteilles. Physiquement, c'est très exigeant. On grimpe pas du tout la même montagne avec ou sans oxygène. Il n'y a pas de notion de jugement là, mais il faut juste que les gens comprennent que ce n'est pas la même montagne gravie avec ou sans oxygène. Quelqu'un qui a une bouteille d'oxygène avec un débit de 4 litres minute à 8000 mètres, il est plutôt en fait à 6000 mètres. Et c'est pas du tout la même chose. Il faut savoir que l'hypoxie, c'est exponentiel. Plus on monte, plus ça va être compliqué. À 8002, on commence à vraiment à sentir qu'on manque d'oxygène, mais à 8003, c'est encore plus dur qu'à 8002. Et ainsi de suite. Et effectivement, en fait, gravir un sommet avec de l'oxygène, pourquoi pas, chacun est libre de ses choix, mais ce n'est pas du tout la même montagne qui est gravie et on n'est pas du tout à la vraie altitude. Par rapport aux images qu'on voyait tout à l'heure de l'Everest, j'ai l'impression que vous étiez tous les deux tout seuls au sommet du K2 sur cette vidéo. Alors ça, c'était la magie de pouvoir être seul sur ce genre de sommet. Donc cette année, il y a dû y avoir combien 56 personnes au sommet du K2. Effectivement, il y avait quelques expés commerciales. Nous, on a décidé de les laisser passer devant,
pour aussi un peu profiter du fait qu'il fasse la trace, mais pour profiter aussi du fait qu'on allait monter un peu plus tard dans la journée et qu'il ferait moins froid. Donc on est resté moins longtemps dans le froid et du coup on a été en décalé avec tout ce petit monde qui était devant nous. Et ça nous a permis d'être seuls au sommet, et ça, c'est un luxe absolu. On les voit, ces cordées, ça ce sont les images du jour en drone de Sébastien Montaz-Rosset qui suivait Benjamin Védrine, et on voit ces cordées. On voit bien le bottleneck, là, le gros Sierra qui était plutôt sur la droite de l'image. On voit bien le sommet. Quand Zeb dit on s'est décalé, en fait, les expés commerciales sont partis à 8h le soir. Nous, on est partis le lendemain matin, un peu avant 2h du matin. En partant à 8h du soir, on fait quasiment toute l'ascension de nuit et il fait extrêmement froid. Et quand on n'a pas d'oxygène, on sent encore plus le froid que quand on en a. Du coup, nous, on a fait vraiment ce choix de partir plus tard pour grimper le moins possible de nuit et ne pas être avec d'autres personnes coincées sous le bottleneck à mettre 1 heure. Le passage du bottleneck, on a dû mettre un quart d'heure à le franchir parce qu'on n'était que tous les deux. On a fait l'ascension tous les deux. On a commencé à croiser du monde quand on arrivait vers le sommet et que les premiers redescendaient. Et au sommet, on était effectivement... pas seul puisqu'on a retrouvé Blutch au sommet, mais on était les 3 au sommet, on arrive en sommet. Quel degré de lucidité on a? Tout à l'heure, Liv évoquait le fait qu'il fallait garder encore un peu d'énergie au sommet, à 8006, sans oxygène, comment on vit? La lucidité, c'est vraiment le point clé. Là, toute la montée, on s'est vraiment checké l'un l'autre à voir, ok, comment tu vas, comment tu te sens, est-ce que ça va, on partait pas dans des délires. On n'a pas eu d'hallucinations, alors qu'on peut clairement avoir des hallucinations à cette altitude-là. Par contre, on a eu des grosses distorsions temporelles, c'est-à-dire qu'on a le sentiment de s'arrêter 5 minutes, et en fait, on s'est arrêté 20-30 minutes, et on s'en rend pas compte, quoi. C'est assez hallucinant. Mais à part ça, moi, j'étais vraiment focus là-dessus, parce que je me suis dit, bon... Et pour prendre la décision de voler et de s'envoler de là-haut, il faut être maître de soi, quoi. Et surtout avec la responsabilité de Liv avec moi. Donc j'étais vraiment focus à fond là-dessus et j'ai eu le sentiment d'être maîtrisé, plutôt lucide en tout cas. Alors des hallucinations, vous n'en avez pas eu, mais Blutch, qui était avec vous au sommet, lui, il en a eu. Il était à votre place il y a quelques semaines sur le plateau de Grande Terre. Il nous a raconté. Je me rappelle me dire... il faut peut-être commencer à envisager de redescendre à pied. Là, tu te donnes encore 1 ou 2 essais, et puis s'il n'y a pas de vent, casse-toi de là. Et à ce moment-là, il y a Liv et Zeb qui arrivent. Ils arrivent. Liv Sansoz et Bertrand Roche. Guide d'haute montagne. Voilà, ils arrivent. Liv, t'es là, Blutch? Et là, moi, je viens de passer la nuit. Donc, c'est pas possible qu'elle soit là le lendemain. C'est des hallucinations. Je lui réponds pas. Je la snob complet. Et là, j'installe mon parapente à 10 mètres d'eux. Et Zeb vient vers moi, il me dit, t'as besoin d'un coup de main, Blutch? Et je lui dis non, j'attends qu'il y ait du vent. Puis je réalise, je dis, mais lui, c'est pour de vrai. C'est pas possible, là, il y a un truc. Il est là. Bon, c'était pour de vrai, hein. C'était bien vous. C'était bien nous. Vous aviez compris qu'il ne vous avait pas calculé, Liv? C'était un peu étrange au début. On a mis du temps, mais... Parce que moi, je dis, Blutch, t'es trop fort. Pas de réponse. Blutch, c'est nous. Pas de réponse. Donc du coup, je me suis dit, il est dans sa bulle, on va le laisser. Mais on voyait que c'était difficile pour lui de décoller. Zeb s'est approché de lui pour l'aider, pour le replacer par rapport au vent. Et là, il t'a quand même suivi. Donc je me suis dit, bon, il reconnecte avec Zeb. Et c'est vrai qu'après, il nous dira, je suis désolée, je vous ai vraiment pris pour des hallucinations. Je m'en suis rendu compte une fois en bas que je vous ai pris pour des hallucinations. C'était vous. C'est bien nous. Bon, il était monté aussi sans oxygène, en style alpin, donc avec un engagement aussi important. Voilà, par un autre itinéraire qui rejoignait la voie normale sur l'épaule à 7008, 7009. Et Bertrand, il faut aligner beaucoup de planètes, comme on dit, pour arriver à décoller du K2 en biplace en plus, le jour où on y est. Là, c'est clairement le cas. C'est-à-dire que il faut que la neige, elle porte pour pouvoir courir. Pour le décollage, il faut que le vent il soit là, mais pas trop fort. Il faut qu'on puisse étaler la voile sans qu'elle glisse d'un côté ou l'autre. Il y a beaucoup d'éléments qui étaient complètement une incertitude dans le projet. Et même, on avait quelques images du sommet, mais on ne sait jamais trop comment c'est pris,
de réaliser comment est exposée la pente, dans quel sens elle est, s'il y a suffisamment de dégagement par rapport au rocher, si c'est pas trop raide pour l'envol. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est souvent pas possible. Et là, tout s'est aligné, le vent était pas trop fort, la neige elle portait, on était encore assez en canne pour pouvoir effectuer un décollage. Et c'est quelque chose qui n'arrivera pas tous les jours, je pense. Mais déjà, la première chose, en fait, il faut déjà être capable d'aller au sommet sans oxygène. Il faut déjà arriver en haut avant de te dire on va envisager ça fait partie des paramètres. C'est déjà la première chose. Et même ça, en fait, la probabilité de réussir sans oxygène, elle était pas élevée non plus. À rajouter le parapente, ça complexifiait aussi les choses. Mais il fallait déjà être capable de monter au sommet déjà sans oxygène, les deux ensemble. Il n'y en ait pas un qui se sente moins bien que l'autre. Donc déjà, juste ça, d'arriver les deux à rester ensemble et à être les deux le même jour en forme pour être au sommet, c'était déjà un gros point. Avant de décoller, vous avez assisté au décollage de Blutch depuis le sommet? Donc avant de décoller, comme on l'expliquait avant, Blutch, il est là, il est un peu en train de galérer. D'après moi, il n'est pas au bon endroit, il ne s'est pas placé comme il fallait. Et du coup, je vais vers lui, je l'aide et je le bouge son aile pour l'amener à l'endroit qui me paraît être le meilleur pour s'envoler. Et du coup, on fait ça. Et puis là, il attend le vent. Et moi, je dis, je peux pas attendre qu'il décolle, quoi. Et nous, on va pas rester là non plus, quoi. Donc, je me retourne et je me rapproche de lui. Je dis, allez, on se prépare parce que ça va pas durer. La bonne étoile, elle va pas durer 1000 ans, quoi. Et on sait qu'en montagne, quand les conditions sont là, il faut pas traîner, quoi. On se met en place et on s'envole. Et quand on est en train de se placer, il décolle à ce moment-là. Il y a la petite rafale qui va bien. Et là, on le voit décoller. On est trop content parce que c'est quand même. Là, on le voit. C'est Blutch en vol. Alors, il a oublié simplement d'allumer sa caméra. Ça faisait partie aussi pour le décollage. Donc, il n'a que des images de son vol. C'est difficile de tout faire. C'est difficile de penser à tout à ces altitudes-là. Après, je ne sais pas combien d'heures d'effort. Il est peut-être à 36 heures d'effort. C'est sûr qu'on peut oublier d'appuyer sur une caméra. C'est facile. Bon, il y retournera s'il veut les images de son décollage. Il a pensé à les faire en vol. Il a pensé à rallumer la caméra à un moment donné. Il s'est dit, tiens, c'est peut-être pas mal quand même, vu que c'était une première. Vous avez réussi dès la première tentative, parce que Blutch a passé du temps à essayer plusieurs fois, remonter après avoir fait des courses. Vous, ça a décollé tout de suite Alors nous, on a une première fois, ça a pas marché parce que, en fait, l'idée, c'était de ne pas ouvrir la voile en grand tant qu'on n'était pas tous les deux bien attachés. Parce que le risque, s'il y a une rafale de vent qui prend la voile alors qu'il n'y en a qu'un des deux qui est attaché, ça peut vite être un problème. Donc j'avais dit à Liv, ok, ouvre-la un petit peu, mais pas trop. Et au final, quand j'ai voulu gonfler l'aile, elle s'est mise à glisser de côté et puis ça ne marchait plus. Ça a un peu emmêlé les suspens, tout ça. La voile nous est tombée sur les crampons, elle s'est un peu emmêlée. Enfin, elle a glissé dans la pente, elle ne s'est pas du tout gonflée. Mais c'était pas idéal. Parce qu'on ne l'avait pas étalée par précaution, en fait. Et là, du coup, il y a un ami italien qui arrive et on s'est dit, là, ça va être l'occasion de lui demander s'il ne peut pas nous tenir un petit peu la voile. Et on fait ça. Et là, ça décolle tout seul, quoi. Donc, Et vous n'aviez pas oublié, vous, d'allumer la caméra. On a ces images là du décollage du K2, le premier décollage en biplace du K2 de l'histoire de cette montagne. On ressent quoi à ce moment-là, au moment où ça part, où on ne touche plus le sol, Liv? C'est la libération, c'est magique. Le vol... se trouver au sommet du K2, pour moi, c'était déjà extraordinaire. Mais quand on a les pieds qui ont quitté le sol, je me suis dit, mais là, c'est complètement fou, en fait. On était tellement haut dans le ciel, avec rien d'autre autour de nous, on ne descendait pas. D'un coup, on n'avait plus d'effort. En fait, on est assis dans la sellette et c'est Zeb qui pilotait. Mais voilà, on pouvait profiter pleinement de la vue et on avait aussi ce soulagement. Là, il ne peut plus rien nous arriver. On rentre au camp de base et on a réussi notre projet et on l'a réussi ensemble et ça, c'est formidable. On vous a vu vous poser, ça dure combien de temps, la descente du K2 jusqu'au camp de base Le vol a duré environ 30 minutes. C'est juste incroyable, quoi. C'est vrai que quand les pieds quittent le sol, là, pour moi, là, ça y est, je peux vraiment enfin m'en lâcher parce que je sais qu'il ne va rien se passer et que, en tout cas, ce jour-là, les conditions étaient tellement douces que on aurait même pu tourner autour du sommet. J'ai presque regretté de ne pas faire le tour du sommet comme ça. La pyramide, elle est parfaite. Et donc, c'est le vol d'une vie, quoi. On le voit, ça fait rêver quand on voit ces images. Vivian et Mathieu. Ouais.
Ah oui, complètement. Et surtout que quand tu as l'habitude de faire des descentes à pied et que tu n'es pas parapentiste, c'est sûr que ça donne vraiment envie. Après, moi, j'avais une question sur vu que vous mettez 30 minutes pour descendre, en termes de... Vous n'avez pas un ressenti au niveau de l'altitude? Quand tu te poses, il n'y a pas un décalage qui est trop important? Moi, je pense, pardon, je pense pas parce qu'en fait, le corps, dans ce sens-là, ça marche très très bien. Donc, on récupère beaucoup plus. Dès qu'on récupère de l'oxygène, on se sent bien. C'est très souvent dans l'autre sens que ça marche pas bien. Et c'est pareil pour la plongée. Et puis, c'est pareil pour ceux qui font de la chute libre. Ils n'ont pas de souci de descendre vite, en fait. Le fait de descendre vite, c'est pas un problème parce qu'on récupère de l'oxygène rapidement. Et du coup, au contraire, au bout de quelques minutes, je sais pas, on se ressource super vite, quoi. Et pour ça, voilà, ça répond à ta question. C'était la même voile, mais en biplace qu'avait Blutch ou pas? Non, Non. je pense que c'est une voile différente. Ah, ok. Ouais. Ils ont fait D'accord. carrément des voiles très différentes. Ouais. D'accord. Ok. C'est plus compliqué techniquement, j'imagine, de décoller à deux du K2 qu'en solo, forcément. Oui, c'est plus compliqué parce que les lignes sont plus grandes, donc il faut plus d'espace. La voile est plus grande aussi. Donc il faut à maîtriser, elle est plus délicate. Un décollage en altitude, ça veut dire que les ailes sont beaucoup plus vives et il va falloir avoir le mouvement vraiment juste pour pas surpiloter son aile. Et en fait, surtout, il faut pas réfléchir, quoi. Donc avec les 40 ans d'expérience que j'ai pu avoir en parapente, c'est ce qui m'a, enfin c'est ce qui fait que j'ai envisagé de faire un décollage de là-haut. Parce qu'un décollage, pour moi, c'est quelque chose d'automatique. Je sais que je n'ai pas besoin de réfléchir pour que les gestes soient justes. Et donc ça enlève toute la problématique de l'altitude qui fait que on a le cerveau, en l'occurrence, qui est un peu plus lent, quoi. Bon, ce jour-là, On a fait du cerf-volant, mais sans... Et la neige n'était pas rose, c'est une bonne nouvelle. Vous n'avez pas vu la neige rose, Non. rien, tout normal. tout normal. On a tout vu normal. Mais c'est presque... Et on a vu les mêmes choses. On n'a pas vu d'éléphant non plus. Bref. Bon, ce jour-là, c'était le grand chelem pour les Français. On a vu Blutch qui avait réussi, vous qui avez décollé, et puis Benjamin Védrine qui était monté en mode express, qui a lui aussi décollé du K2. On le voit là en train de voler au-dessus des séracs. Et pourtant, le vol en parapente était interdit par les autorités sur le K2 ce jour-là. Alors, c'est pas exactement qu'il était interdit, c'est plus qu'il y a un papier qui n'a pas été signé donnant l'autorisation de voler. Sauf que nous, on ne le savait pas. Ce papier, il aurait dû être donné dès le mois de mai au gouverneur du Chigar. Et en fait, il a été donné début juillet. Le gouverneur du Chigar qui devait le signer est tombé malade. Et entre-temps, il y a eu un accident de parapente sur Ascoli avec une équipe de parapentistes qui font du cross. Donc qui se déplacent de la distance, voilà, dans le ciel. Et quand il est rentré, quand il a plus été malade et qu'il est rentré, le lendemain de cet accident, il a dit « Mais vous voulez que je signe un papier de parapentiste alors qu'il vient d'avoir un accident mortel ? Non, je ne le signe pas. » Mais sauf que nous, on ne savait pas que ce papier n'avait jamais été signé. On pensait que nous, on a acheté un service avec un permis de grimper et un permis de voler. Et on nous a dit que tout était bon. Donc, on a effectivement décollé d'un sommet sans en avoir l'autorisation. Mais on ne le savait pas, depuis le camp de base, on n'avait pas cette donnée-là. Bon, si vous l'aviez eu le jour au K2, comment vous auriez géré ça, Bertrand? En toute honnêteté, les Pakistanais ne regardent pas le grand air. Moi, j'aurais joué la sécurité avant tout. Hein. Donc, pour moi, la sécurité, c'est la descente en parapente. Ouais. Oui, parce que là, comme disait Vivien, en une demi-heure, on se retrouve au camp de base, alors que souvent, le plus dangereux dans ces 8000, c'est la descente. Ah bah complètement. Et puis là, du coup, il n'y a plus de risque de tomber, il n'y a pas de risque de chute de pierre, de sérac, de passer dans une crevasse. On enlève tous ces dangers qui sont pas toujours gérables pour l'alpiniste. Hein. Donc effectivement, la sécurité avant tout. La redescente du K2, c'est 2 jours, avec une nuit au camp 3 à 6003. Et effectivement, nous, on l'a faite en 30 minutes. Donc, on était en bas tout de suite. On n'a pas repassé une deuxième nuit en altitude et on a évité toutes les expositions aux chutes de pierre, aux chutes de sérac, aux crevasses ou un potentiel dévissage lors de la descente. Eh ben, bravo en tout cas pour cet exploit, on peut le dire comme ça, de l'été 2024. De plus en plus d'alpinistes se mettent à pratiquer le parapente pour redescendre comme ça rapidement des sommets. Est-ce que tous les deux, vous êtes dans cette ligne-là, Mathieu ?
Le parapente pour le plaisir. Ouais. D'ailleurs, j'ai une voile de Zeb et Liv. Ah, Grâce à eux. Donc à chaque fois que je la sors du sac, je pense à eux. Pas encore dans des milieux exposés. Je fais vraiment des vols pour m'entraîner. Donc monter à pied avec une voile très légère et redescendre en volant, c'est quand même génial. C'est de la glisse en super cool. Et après, pour l'alpinisme, je m'en suis jamais servi parce que souvent, je suis Vivian quand je vais faire de la montagne. Et on a le plaisir, la plupart du temps, de redescendre en skiant. Donc... Et oui, les skis à la place de la voile, c'est pas mal aussi. Vivian, vous êtes d'ailleurs lancé dans une quête un peu particulière, hein, skier tous les 4000, pardon. Bon, ça pourrait aussi être, mais tous les 4000 des Alpes, il y en a un peu plus, hein, il y en a 82 officiellement. Liv le sait bien, puisqu'elle les a tous gravis il y a quelques années à pied, oui. C'est 82 4000. Par contre, à ski, personne ne les a encore enchaînés, en tout cas, aucun skieur n'a descendu tous ces 4000 des Alpes. Non. Et tout à l'heure, Zeb disait que de voler du sommet du K2, c'est un peu le projet, c'est le vol d'une vie. Moi, c'est un peu le projet de ma vie sur les skis, ce projet à 4000. C'est sûr qu'en fait, non, ça n'a jamais été envisagé parce qu'il y a même des sommets qui n'avaient jamais été skiés de l'histoire. Et c'est ça qui est assez beau, c'est qu'en fait, ces sommets jamais skiés de l'histoire, ils se situent entre le Mont Blanc et les Grandes Jorasses. Et donc voilà, ce projet, il m'a amené à imaginer des itinéraires. Et surtout, ça m'a amené à me focaliser sur des montagnes où peut-être que normalement, je n'aurais pas pensé skier. C'est un vrai mix entre le ski et l'alpinisme. Ça m'amène aussi à aller chercher des itinéraires en m'inspirant de ce qu'ont fait les pionniers. J'ai des descentes comme par exemple ce printemps au Schreckhorn. Ça, c'est dans l'Oberland bernois. C'est ce qu'on voit là sur ces images. Ouais, c'est exactement ces images où du coup... Là, on a emprunté l'itinéraire de la première ascension de la montagne qui datait de 1861, qui est tombé un peu dans l'oubli parce qu'en fait, pendant l'été, ça devient un peu sec et c'est plus exposé aux chutes de pierre. Du coup, ce qui se passe, c'est que classiquement, les gens grimpent par l'arête. Donc voilà, c'est une manière de réinventer un peu ces itinéraires des pionniers avec notre outil de prédilection, les skis. Et la particularité, par exemple, par rapport à un projet comme ça au Schreckhorn, c'est qu'on a accédé à la montagne en train, on a grimpé et skié la montagne et on est rentré par l'élément naturel, donc par le Rhône en packraft. Donc on s'est laissé porter par l'eau pour rentrer à la maison. Et ce projet, il me permet aussi d'amener tous les ingrédients que j'ai envie d'amener à une belle aventure. C'est sûr l'aventure ski, parce que c'est comme ça que je le vois, mais c'est aussi d'amener toutes ces nouvelles pratiques, d'amener aussi un beau regard sur les sommets qu'on a autour de chez nous. Et voilà, j'y mets pas mal d'énergie en tous les cas. Alors, ils n'ont pas tous été skiés, les 4000, mais est-ce qu'ils sont tous skiables? Alors, moi, je les connais beaucoup moins bien que Liv, hein, les 4000 des Alpes, mais il y en a certains que j'ai identifiés, et notamment dans le massif du Mont Blanc, celui-là, la Dent du Géant, 4013 mètres. Comment on fait pour descendre en ski du sommet de la Dent du Géant? Alors, Dent du Géant, forcément, alors pour le clin d'œil, il y aurait de quoi faire quelque chose, mais c'est pas l'idée. Il faut trouver quand même. Hein. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est qu'en fait... dessous la Dent du Géant, que ce soit au nord ou que ce soit au sud, il y a des magnifiques itinéraires qui partent. Donc en fait, moi je m'attache à déjà gravir les sommets, à aller au sommet et de skier du plus proche du sommet que je peux. Et typiquement, Dent du Géant, j'ai pu skier les deux versants, sud et nord. Nord, on a même créé une nouvelle combinaison de descente pour rejoindre un itinéraire plus classique. Donc voilà, tous les sommets de 4000 se skient. Là, je peux le dire. Par contre, il y a parfois les 100 derniers mètres qui ne sont pas skiables. C'est-à-dire, si on prend les aiguilles du diable, par exemple, où il y a plein de pointes, depuis le sommet, ça ne skie pas. Par contre, en dessous, tout le versant S, il y a peut-être 4 lignes différentes. Donc, il a fallu aller chercher ces 4 lignes différentes. Il a fallu aller chercher aussi au sud. Enfin, voilà, ça représente même plus que 82 lignes. Ça représente encore plus de descentes que ça. Une centaine de lignes. Et comme pour l'alpinisme, hein, il y a des voies normales de descente et puis d'autres plus engagées, comme à l'Aiguille Verte, par exemple, où le versant du Mont Blanc est réputé pour être le plus difficile à skier. Peu s'y sont aventurés. Vous l'avez fait il y a quelques années avec Paul Bonhomme. On vous voit là, vous êtes les deux petits points sous les séracs sur ces images de drone.
Ouais, c'est des super souvenirs. Ça, c'était déjà une descente que moi, je rêvais depuis tout petit, parce qu'en habitant dans la vallée de Chamonix, tu vois cet itinéraire. Donc, je me projetais déjà vraiment à skier là-bas. Et finalement, avec l'expérience, avec le temps, avec les années, et avec le bon compagnon de cordée, parce que ça, c'est aussi la chose qui n'est pas facile. Donc là, avec Paul Bonhomme, on a pu skier dans cet itinéraire. Donc ça montre aussi donc des itinéraires qui sont vraiment exposés et extrêmes, mais aussi sur des 4000, des voies normales. Et même, on a parcouru avec Mathieu des descentes vraiment fabuleuses comme l'Obergabelhorn, où là, c'est plus de l'esthétisme pur. Je suis sûr que Mathieu aurait envie d'être là, non? Hein, dans ce petit passage qui donne accès au Mont Blanc. Ouais, là, je suis bien aussi, ici, là. Non, mais Matt, et justement, je parlais de compagnon de cordée. Pour moi, à travers tout ce projet, alors moi, ça m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. J'ai pu y dédier du temps, mais j'ai surtout eu besoin, en fait, de compagnons de cordée. Et de trouver des personnes. Matt, il m'a accompagné sur plein de projets. Et ça, c'est une force énorme, parce qu'en fait, tu es sur des glaciers. La particularité, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut t'encorder sur des glaciers. Il faut que tu puisses compter là-dessus. Très souvent, physiquement, tu peux un peu ça peut être un peu plus dur. Et du coup, c'est aussi une histoire de cordée. C'est une vraie histoire de cordée. Et je pense que sans tous les compagnons que j'ai pu avoir, et encore dernièrement, j'étais avec Boris Langenstein et Gilles Sierrault, qui est un copain valaisan. La réussite, elle n'aurait pas pu se faire, en fait. J'aurais pas pu faire tout ce projet sans les autres. Bon, vous parlez de l'Obergabelhorn. Alors, je ne connaissais pas, moi, ce sommet, à tort, puisque c'est celui-là. Il est magnifique, Mathieu. Il est beau, hein. Ouais, là, franchement. Ouais, c'est l'un des plus beaux sommets des Alpes, esthétiquement parlant. Moi, j'y étais jamais allé. Et ouais, incroyable de se retrouver le soir, de le regarder et de pouvoir grimper dessus le lendemain. Et skier, même si les conditions étaient clairement très compliquées. C'était vraiment pas bon. C'était très, très glacé. Mais ouais, ça, super souvenir aussi. Il faut être capable de s'adapter justement à toutes les conditions, parce qu'une fois en haut, on ne peut plus choisir. Il faut forcément faire avec ce qu'on a. Ouais, il faut choisir comment on redescend. Là, on a pu redescendre à ski. Donc, Vivian, il avait repéré un itinéraire bis après le premier tiers. Et du coup, on a quand même pu faire du bon ski juste après ça. Donc, cette première partie, on voit que c'est bien glacé. On est allé chausser juste sous le sommet, je crois. Et puis après, on a fait du bon ski. Il faut savoir pas toujours skier depuis le sommet quand c'est trop compliqué. Les itinéraires bis, ça marche toujours, même en voiture. Donc, ouais, c'est le roi de l'itinéraire bis, Vivian. C'est bison futé de la montagne. Ouais, pas toujours pour le plus facile, mais itinéraire bis quand même. En tout cas, vous partagez tous les deux la même philosophie. Mathieu et Vivian, vous essayez de réduire votre empreinte carbone sur les déplacements. Alors, c'est une approche qui est dans l'air du temps, Mathieu, mais qui demande un peu d'énergie supplémentaire. Hein. Quand on doit aller en montagne, qu'on prend le vélo, il faut pouvoir gérer le combo, l'enchaînement. Ah là, ouais, clairement, sur cette aventure donc, qui s'est tirée du film le Diamant des Alpes, Vivian, il m'a appelé tôt dans la saison d'été, pour partir à vélo. Et je me suis dit, c'est génial, est-ce qu'on va avoir des conditions en montagne? C'était la principale question. Ça, c'est c'est une demi-heure après chez Vivian, on prenait déjà des seaux d'eau, donc effectivement, ça demande pas mal de choses, de l'adaptation, de l'imagination, être capable de changer les plans et de pas trop s'engager sur un objectif en se disant peut-être qu'on pourra pas. Moi, c'était mon premier vrai voyage à vélo. J'avais déjà fait quelques jours, là on avait fait une dizaine de jours, je crois. Et ouais, c'était ultra riche. C'était surtout pour l'expérience, pour expérimenter quelque chose de nouveau pour nous, plutôt que pour réduire l'empreinte. Il y a aussi, on n'est pas toujours obligé de partir en vélo, on peut partir en train, utiliser les transports en commun, notamment en Suisse où ils sont assez développés. Ça augmente quand même un peu la logistique, Vivian, quand on doit tout trimballer. Ouais, ça augmente la logistique, ça prend un peu plus de temps. Mais finalement, en fait, tu as une espèce de déconnexion comme une forme de voyage. Moi, j'aime de plus en plus le voyage, forcément, parce que quand tu vas dans un autre pays, tu as une culture, tu grandis, quoi. Il y a des choses nouvelles qui se passent. Mais le fait de faire ce genre de projet dans les Alpes
te permet déjà d'avoir une vraie coupure avec ce qu'on sait faire. Moi, j'ai la chance d'habiter au pied des montagnes à Chamonix. Tu pars en montagne vraiment à la journée, on fait des choses vraiment très techniques et le soir, on est à la maison. Et du coup, pour vraiment couper de ça, le transport, et là, justement, d'avoir exploré le fait d'aller dans l'eau, de trouver un univers comme ça, d'aller boire un petit coup la tasse, là, ça m'est arrivé et c'est hyper sympa. Vous savez qui a inventé le précurseur, le premier à pratiquer le combo train-ski? Oh. Hein? Train-ski. Ouais, Ouais. les frères Schmitt qui étaient partis. Eux, ils avaient fait vélo. Eux, ils avaient fait vélo pour la Cervin. face nord du Cervin. Et je ne sais plus en quelle année. 1930. Ouais, c'est quelque chose comme ça. C'est plus récent, non. Vous êtes très très loin, regardez la réponse. Joli, on l'a. On est d'accord. Bon, C'est métro même. Ouais, c'est il a métro fait, plus il a train. fait mieux. Ski. donc voilà, c'est encore plus fort. Bon, et puis effectivement, il y a des voies de communication auxquelles on ne pense pas, vous l'avez évoqué, Vivian. C'est la rivière, ça paraît tout bête, mais surtout à la descente, hein, les rivières ramènent normalement au point de départ. Il faut quand même là aussi un peu d'équipement adapté. Alors nous, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu des packrafts. C'est le GMHM, le groupement de militaires de haute montagne, qui nous a prêté leur bateau. Et ça faisait vraiment plaisir qu'en fait une institution comme le GMHM s'associe un peu à des projets un peu indépendants, quoi. Donc ça, c'était un plaisir. Et le fait de rentrer, par l'élément naturel à la maison, donc cette neige qui fond des montagnes et qui traverse les vallées, c'est un pur bonheur. Là, avec les skis, là, c'est le seul moment où ça remue un petit peu. Juste ça. On vous sent moins à l'aise que sur les skis quand même. Ça, c'était ma pente extrême, quoi. Voilà, ça n'a pas duré longtemps, mais... Et en fait, c'est ce que je recherche clairement au jour d'aujourd'hui à travers le ski que je produis, c'est que ça m'ouvre à des nouvelles sensations, à des nouvelles aventures. Bon, on voit les skis là qui servent de gouvernail devant, donc ça peut aussi être pratique. Vous avez déjà testé, Mathieu, le retour en packraft? Ouais, on avait eu la chance de faire ça avec Vivian, hein, au hasard, il y a 2 ans, je crois. En rentrant de l'Oberland, il s'est dit t'as déjà fait du canoë? Je dis ouais, au collège. Il me dit j'aimerais bien qu'on rentre en canoë, donc dans la vallée du Rhône en descendant de l'Oberland. Et c'était une première expérience, on s'est bien marré. Donc on avait laissé les skis en gare. Là, on n'était pas redescendu avec les skis, on était remonté en train chercher le matériel, mais c'était vraiment en guise de test. Et on s'était régalé. Ah oui. C'est vraiment des bons souvenirs. Liv, vous faites aussi attention, comme Vivian et Mathieu, à votre empreinte, à la façon dont vous vous déplacez pour aller faire de la montagne? Je pense qu'on est nombreux à essayer de faire attention. Moi, le projet des 82 4000, il s'inscrivait dans cette démarche de me dire, mais en fait, on va à l'autre bout du monde pour faire de la montagne, mais on a un terrain de jeu immense. Pourquoi ne pas gravir tous les 4000 qu'on a dans les Alpes avant d'aller en Chine, en Patagonie, pour gravir des montagnes? Mais après, c'est vrai que notre passion, elle nous amène aussi, comme on l'a fait cet été, à prendre un avion et aller au Pakistan pour gravir une montagne un peu plus haute. Mais on essaye de ne pas être dans une course en avant, de prendre l'avion systématiquement. On se dit une expé tous les 2 ans, c'est bien. On n'a pas besoin d'en faire 2 par an. Et on a un terrain de jeu dans nos Alpes qui est vraiment très beau, qui est illimité. Il y a plein de choses à explorer. Le regard de Vivian, il est très intéressant parce que voilà, il va créer et voilà, il y a toujours des choses à créer, il y a des choses à combiner. Je pense que c'est aussi très chouette d'aller dans cette direction-là et de ne pas être dans une course en avant au déplacement lointain trop fréquemment. Là, on a revu des images de vos 82 4000. Alors, pas les 82, sinon on va y passer toute l'émission. Il y en a un qui vous a marqué plus que d'autres sur la série Chaque montagne a eu son histoire, parce que chaque montagne a été partagée avec un compagnon, une compagne de cordée différente. Moi aussi, ce projet, je l'ai réalisé grâce aux 22 amis qui m'ont rejoint tout au long du projet, qui m'ont accompagné et avec qui on a partagé les ascensions, les descentes. Après, je pense que...
quand le dernier, symboliquement, était chouette, parce que je m'étais toujours dit, il faut que je finisse avec un sommet qui est dans le massif du Mont Blanc, parce que maintenant, j'habite au pied du Mont Blanc. Et on a fini avec l'intégrale de Peutret, qui est une belle grande course d'alpinisme. Et on a pu décoller du sommet du Mont Blanc une fois arrivé au Mont Blanc. Donc voilà, le dernier sommet qui clôturait cette épopée, c'était aussi une très belle course de montagne avec une belle façon de rentrer. Et peut-être que c'est celui-là qui a marqué le coup, mais en vrai, chaque sommet a eu son histoire avec une personne différente et je retiens plutôt ça. Vous avez mis plusieurs années à faire le périple, 2 ans, c'est ça? J'ai mis 1 année, après il me restait quelques sommets, il me restait 4 sommets. Voilà. Le fait d'avoir voulu ajouter le parapente va pas dans le sens d'aller très vite, parce qu'il fallait attendre des conditions. Typiquement, l'aiguille verte, je m'étais promise de la faire en décollant au sommet, et sur toute l'année 2017, j'ai pas eu soit le créneau vent, soit la personne qui volait aussi, parce que si on monte à 2 en montagne, je ne vais pas laisser mon compagnon de cordée redescendre tout seul sur le glacier. C'est soit les deux peuvent décoller, soit vous êtes comme ça, vous êtes solidaire, c'est bien. C'est l'esprit de cordée. Bon, je parlais du timing, parce qu'il y a un petit jeune qui monte en ce moment, qui s'appelle Kylian Jornet, qui a réussi en 19 jours à enchaîner ses 82 4000, avec également cette notion d'impact, puisqu'il a tout fait à pied ou en vélo. Qu'est-ce que vous pensez de cette performance qui a été réalisée cet été? C'est une immense performance, parce que enchaîner des journées comme ça, en enchaîner 1, 2 ou 3, les gens peuvent le faire, mais en enchaîner 19, aller au bout sans souci, sans se faire mal, chapeau, quoi. C'est du grand Kylian. Il y a lui qui est capable de faire ça, et peut-être un Benjamin Védrine, et puis après, ça va s'arrêter là. C'est une immense performance, c'est clair. J'ai divisé, 82 par 19, ça fait plus de 4000 par jour. À enchaîner, même s'il y en a certains qui s'enchaînent bien, c'est quand même un bon plat de résistance. Non, c'est énorme. C'est hors du commun. Il n'y a que lui, ouais. On est d'accord. Avec une condition physique médiocre en plus. Oui, puis peu d'expérience. Ouais. Une course juste avant, quand même, non? Bon, Vivian le connaît bien. Kylian, il a même eu l'avantage de lui apprendre des choses en montagne. Vous lui aviez appris notamment le dry ski il y a quelques années. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance de partager pas mal d'années avec Kylian. C'est lui là en orange. Ouais, ça c'était au Chardonnay, à un sommet au-dessus de la vallée de Chamonix, au-dessus d'Argentière. Fais-moi le malin là. Ah mais il a tout de suite été très très bon, il a tout de suite été incroyable, et c'est vrai qu'on a eu ce rapport, un vrai rapport d'amitié, et j'ai eu la chance de l'accompagner un peu sur son projet de 4000 justement, où j'ai fait une partie avec lui en vélo, et ça faisait pas mal d'années où on s'était pas trop revus, je crois qu'on s'était pas revus depuis qu'on est devenus parents, et donc en fait sur le vélo, alors qu'il était dans son enchaînement, et il était quand même dans une vraie fatigue, on avait des discussions de parents. Comment vont tes enfants? Comment va ta fille? Comment ça se passe? Bon, moi, je tire un peu la langue quand même. Voilà, il était au repos, j'étais à fond. Mais ça a toujours été comme ça. Et ce que j'ai d'autant plus apprécié aussi, alors déjà vis-à-vis de moi, c'est qu'il m'a transmis beaucoup. Alors moi, j'ai pu lui transmettre mon univers à travers le ski de montagne, etc. Et ce qu'il y a de beau, c'est qu'il a aimé et il aime en faire. Et ce que j'ai trouvé de très beau dans son projet, là, c'est quand on croisait des gens, ça allumait le regard des gens. C'est quelqu'un qui sait transmettre des émotions et de motiver les gens, c'est assez incroyable. Donc au-delà de cette performance ultime d'ultra-endurance, qui est très difficile à comprendre, nous on la comprend parce qu'on est dedans et on sait ce que c'est, mais de l'extérieur, bon, on va se dire, ouais, on n'arrive pas à mesurer aussi le côté technique, le côté... Il a descendu des arêtes de nuit totalement, il était toujours en action. La performance, elle est ultime. Un des musts en la matière, quand on parle de 4000, que ce soit à la montée comme à la descente, c'est les Grandes Jorasses. Et vous y avez ouvert il y a peu de temps, quelques jours, 2 nouveaux itinéraires dans cette logique d'enchaîner les 82 4000 des Alpes. On va voir ces images qui sont toutes fraîches. Oui, c'était le 1er novembre, donc voilà, il y a très peu de temps. Et j'étais déjà allé dans le secteur au mois de juin tout seul pour accéder, pour aller chercher ces lignes à la Pointe Creux et à la Pointe Hélène. C'est 2 lignes qui sont assez parallèles, qui sont proches et voisines. Et j'avais dû faire demi-tour au Rocher du Reposoir, donc là sur les images, un peu, c'est ce qu'on voit un peu dessous. Et là, j'ai eu la chance de retourner accompagné vraiment du top, Boris Langenstein et Gilles Sierrault,
On est parti de la vallée, donc ça fait près de 3000 mètres de dénivelé en un coup. C'était le deuxième coup où on skiait de la saison, parce qu'on avait fait quelques virages avant. Et une très belle découverte, parce que une très bonne neige, des superbes conditions. Pour un tout début novembre, c'est quand même top. Et puis un beau partage avec les copains. Donc un peu tout de réuni pour faire une super journée. Et bien voilà, deux nouvelles lignes, comme quoi on peut encore trouver des nouveaux itinéraires à la maison, en tout cas dans le massif du Mont Blanc. Alors il y a aussi une règle quand on fait du ski pente raide, on l'a vu tout à l'heure avec Kylian Jornet qui ne déchaussait pas dans les rochers, c'est d'éviter d'enlever les skis dans tous les domaines. Là, c'est, je crois, à la Pointe-Amédée aussi, dans le massif du Mont Blanc. La pointe Louis-Amédée, qui est une des descentes qui ressemble un peu au Nant Blanc, qui est une des descentes les plus sérieuses du massif, qui n'avait jamais été skiée non plus. Bon, là, on n'a pas enlevé les skis parce qu'on cherchait à gagner du temps, parce qu'en fait, c'est aussi des zones où dès que ça prend la chaleur, ça peut être exposé à des chutes de pierre ou même de la glace qui réchauffe. Donc là, c'est vraiment pour essayer de filer au plus vite. Mais là, on a quand même dû faire 4 appels dans cet itinéraire, c'est-à-dire que pour aller chercher ce névé suspendu de la pointe Louis-Amédée, tu as vraiment une zone d'alpinisme qui est du coup, on a gardé les skis, mais on n'a pas skié, quoi. Mathieu, certaines descentes qu'a pu faire Vivian vous font peur? Vous dites là, j'aurais pas osé y aller, ou vous êtes capable de le suivre sur tous les terrains? Non, elle me fait. Moi, quand je mets les skis, la plupart du temps en montagne, j'ai peur. Et je m'accroche à cette peur. Après, j'ai l'avantage de bien connaître l'artiste, et je sais que si on y va, ça va être beau, ça va être chouette. Ça va être dur physiquement et on va passer des super moments. Donc j'ai toujours la peur, mais ça ne m'empêche pas d'y aller à partir du moment où c'est concerté. Je sais qu'on fait toujours, on se pose les mêmes questions au même moment ou à très peu d'écart, on fait demi-tour au même moment. Donc ouais, c'est cool. Vivian, c'est mon premier de cordée. Donc à partir du moment où il dit go, j'ai aucun souci. Alors, vous êtes retrouvés ensemble sur un autre projet l'hiver dernier, un projet qui vous a emmené skier en Grèce. Il y a quand même de la pente raide en Grèce, on peut trouver des couloirs. On est où là, Mathieu? Alors, couloir Mythikas au Mont Olympe. Voilà, donc c'est sur la côte est. Voilà, on voit la mer au fond là. Ouais. Et ouais, magnifique couloir. Hein. Ça, très longue approche, très peu de neige dans le couloir, mais très très joli. On peut skier au pied de la Méditerranée, des couloirs. C'est vrai que la Grèce, on ne pense pas forcément tout de suite aux montagnes, au ski, aux couloirs, mais il en existe. Alors, vous étiez là-bas dans le cadre d'un projet en lien avec l'olympisme. C'est ça. Alors, on est parti. Donc, à la base, on avait un tout autre projet qui était de skier, de faire le GR20 en hiver. Ah oui, donc, vous êtes trompé de route là. Avec Vivian et Fabien. Vous êtes parti du mauvais côté. Ouais, voilà, il n'y avait pas du tout les conditions. Donc on s'est retrouvés à se dire, on aimerait bien vivre quelque chose ensemble cet hiver. Et Vivian s'est dit, mais là, c'est les 100 ans des Jeux Olympiques à Chamonix. Et puis les jeux, c'est l'olympisme, c'est la Grèce. Je crois qu'il y a un truc à skier en Grèce, ça me dirait bien. Et de ça, on a développé un projet pour se dire, voilà, aujourd'hui, on a une petite problématique avec les jeux modernes qui divisent. Moi, ça m'embête que le sport puisse diviser. Donc, on va créer quelque chose autour de ça et on va se mobiliser pour vivre un voyage différent. Moi, je n'ai jamais fait de road trip. Donc dans un camion avec des copains sur une durée assez importante. Et on s'est dit, c'est sûrement le moment de le faire. Et donc voilà, on est parti voir ce qu'est l'héritage des Jeux. Et donc on a vécu un voyage, une aventure, avec plein d'émotions, plein de bons moments, plein de moments un peu plus difficiles. Et puis derrière, on s'est documenté pour essayer d'en savoir plus sur ce sujet que sont les Jeux modernes. Voilà. Alors, vous parliez du 100e anniversaire des Jeux Olympiques, c'était aussi les 40 ans de Sarajevo, Jeux d'hiver en 1984. Et pendant ce road trip, Vivian, vous êtes passé dans la station qui a accueilli les Jeux d'hiver, on voit les images. Alors là, des 40 ans jour pour jour, il n'y avait pas un pet de neige, et puis les installations ont, comment dire, mal vieilli, c'est un euphémisme. Ouais, c'était vraiment le plus marquant, c'était surtout le manque de neige en fait, et qui reflète quand même quelque chose aussi, c'est l'altitude. En fait, la station, c'est à moins de 2000 mètres d'altitude,
Et c'est vrai que là, c'était assez marquant. En plus, c'est une destination qui a été touchée par la guerre. Donc, au final, moi, je sais que c'est la destination qui m'a le plus marqué tout au cours de ce périple. Ça vous inspire quoi, ces ruines, Mathieu, quand on les relie forcément avec l'organisation de Jeux Olympiques? Alors là, ce qu'on voit à Sarajevo et nous, ce qu'on a ressenti et vécu là-bas, c'est la dureté de la guerre, des conflits. Parce que là, tout ce qu'on voit, la piste de bob, l'hôtel Igman, donc qui logeait principalement le nordique, mais aussi l'alpin, donc un hôtel sur la montagne. Il y a eu énormément de conflits. En fait, à travers ce voyage, on est passé sur plein de sites où les sites ont mal vieilli, n'ont pas été entretenus, mais là, ils ont été clairement détruits et ravagés par la guerre. Et on se rend compte en allant plus à l'aise dans des pays qui sont pas riches comme le nôtre, que les conflits, c'est dur, et puis parfois c'est pas reconstruit, et là on a les marques de quelque chose de terrible, et c'est vrai que là on s'est un peu déconnecté du ski pendant quelques jours, parce qu'en fait c'était tellement frappant que je pense qu'on a eu beaucoup d'émotions au-delà du sport. On a même mis un peu le sport de côté. Vivien, vous rêviez d'être champion olympique, je crois, quand vous étiez jeune, même si vous êtes encore très jeune, mais quand vous étiez très jeune, champion olympique en ski alpin. Aujourd'hui, ça vous fait encore rêver les Jeux? On va les accueillir dans les Alpes en 2030. Oui, les Jeux pour l'aspect sportif, de toute façon, je le vois avec l'événement de Paris, à Paris 2024. J'ai pas rien raté, mais j'ai quand même vraiment suivi les événements. Pour le côté sportif et les valeurs de l'olympisme, performance, respect, amitié, j'ai même l'impression qu'on y retrouve dans une cordée en montagne, donc j'ai l'impression vraiment de m'identifier à ça. Donc voilà, pour l'aspect sportif, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, on se rend compte que pour l'aspect justement politique, écologique, je pense qu'il y a un gros défi avec 2030. Je pense et j'espère que la France, elle est capable de relever ce défi-là. En fait, j'ose y croire. Et nous, on aime bien, en étant guide, dire on aime faire la trace. Et je pense que c'est à travers cet événement-là de 2030 qu'il va falloir faire la trace. Et bonne chance à ceux qui vont être investis dedans. On verra, c'est dans 5 ans. Ces Jeux, ça va venir vite. Liv, l'escalade à l'époque où vous étiez la numéro 1 mondiale n'était pas au programme olympique, donc vous n'avez pas eu la chance de participer aux Jeux. Maintenant, elle l'est. C'est un regret. Vous auriez aimé connaître une Olympiade? C'est pas un regret. C'est vrai que l'olympisme, moi je suis aussi les Jeux Olympiques. Je trouve que les valeurs qui sont des belles valeurs. J'étais à Athènes pendant les Jeux d'Athènes. J'ai un oncle qui était à Séoul en 86, qui courait le 5000 et le 10 000. J'ai toujours baigné dans les Jeux. Après, ça y était pas à mon époque, mais je suis très heureuse que enfin l'escalade soit rentrée dans les sports olympiques. Et je suis très heureuse pour les grimpeurs forts du moment qu'ils aient cette chance de participer à cet événement mondial et universel qui est un événement vraiment à part. Bon, pour finir cette émission, j'ai une petite page de pub qui vous concerne tous les deux, Liv et Zabulon. Ça vous rappelle quelque chose, ces images, Liv? Oui, bien sûr. Ce sont des images qu'on a fait pour l'association Une bouteille à la mer. Mathieu en est le président. On a monté cette association, c'était vraiment à l'initiative de Mathieu. Derrière un constat, en fait, on s'est dit, nous, en tant qu'athlètes, quand on reçoit des produits, il y a toujours du packaging, il y a du plastique, il y a du carton. Comment on pourrait faire mieux, en fait, pour réduire ça? Comment on peut faire mieux aussi pour sensibiliser les gens qui nous suivent? Et Mathieu a organisé ce shooting avec Dom Daher chez, je me souviens plus, à Fréjus. Voilà, à Fréjus. Une déchetterie. Dans une déchetterie, chez recyclerie. Sclavo, des amis du sport, donc encore une fois, le sport rassemble. Voilà. C'était une très belle campagne, et derrière, il y a eu beaucoup d'autres projets qui ont été montés, dont le dernier, Notre Air. Elle est toujours active à cette association. Ouais, tous les ans, on peut faire des projets qui nous tiennent à cœur. Il y a toujours les copains, les copines derrière, donc Liv est toujours là. Il y a Vivian, donc dans le documentaire, on a fait de la science participative autour de la qualité de l'air, donc il y a une grosse partie qui se passe dans les labos avec les scientifiques à Grenoble. On arrive à faire vivre des projets et surtout à impliquer la famille du sport qui souvent se cherche une place dans la transition.
qui est un super vecteur de communication. Donc on s'est dit là ces derniers temps qu'on allait se faire le relais du scientifique avec les copains et les copines et qu'on allait mettre la main à la pâte, que c'est un moyen de s'inscrire dans la transition et d'être utile. Et toujours pareil, on part avec le sourire, on a des super moments d'échange dans les interviews et ça inspire les gens, donc c'est super chouette de se sentir utile. Eh ben, vous avez été très utiles aussi sur cette émission, tous les quatre. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau de Grand Air. Vous pouvez retrouver tous nos programmes en ligne sur la plateforme télégrenoble.net et puis le rendez-vous aussi avec les films de montagne tous les dimanches à 21h sur Télégrenoble. Bonne continuation dans vos aventures respectives. Je sais qu'il y en a beaucoup. Merci. Merci.